سيلقي مداخلة حول بعض الإنجازات العلمية والتقنية العربية. وقبل أن أوجه الكلمة إلى الأستاذ أحمد عراب، أود كذلك أن أرحب بجميع الحضور وأعطي نبذة تعريفية عن الأستاذ أحمد عراب، الذي هو أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم التقنية بطنجة، كما أنه مدير ربما معنا المعلومات عندي بالفرنسية، سأضطر إلى القراءة بالفرنسية ولا تكون معنا. Le professeur Ahmed Arab est un professeur de l'enseignement supérieur à la faculté des sciences et techniques de Tanger. Il est aussi directeur du l'IFR doctorat sur l'histoire des sciences arabes. Il préside la Société d'histoire des sciences biologiques et médicales arabes. C'est un professeur de biologie et depuis qu'il a commencé ses recherches, il s'est intéressé à tout ce qui a trait à réalisation scientifique et technique dans l'histoire arabe, en particulier tout ce qui est en relation avec la biologie et la zoologie. Donc, dans cette publication, il va nous parler de quelques réalisations d'ordre, je pense, général, scientifiques et techniques, qui ont été réalisées durant toute la période où la civilisation arabe et musulmane connaissait son apogée. Donc, je lui cède la parole pour commencer sa communication. Merci beaucoup. Et donc, tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude envers votre amabilité et puis surtout d'avoir pu nous accueillir dans ce prestigieux établissement qui est un fleuron justement du savoir et de la recherche scientifique au Maroc, donc auquel je souhaite plein succès dans l'avenir. Donc mon intervention s'intitule « Quelques réalisations scientifiques et techniques arabes ». Bien entendu, lorsqu'on parle d'arabe, c'est toute une problématique, parce que est-ce que toutes ces réalisations scientifiques et techniques ont été faites par les arabes ou pas? Donc c'est une autre question, parce que bien des musulmans ne sont pas arabes, et d'ailleurs la majorité. En même temps, la terminologie arabe donc, porte plusieurs controverses, parce que on a à un certain moment supposé que tout ce qui a été écrit en arabe donc, suppose qu'il est arabe, mais après un certain moment, bien des écrits ne furent pas donc, réalisés en langue arabe, mais plutôt en langue turque et en langue persane. En même temps, d'autres ont proposé une autre terminologie, c'est dire en terre d'islam. Et là aussi, en terre d'islam, il y a quelques exceptions. L'exception de l'Idrissi, par exemple, lorsqu'il a réalisé son œuvre a été faite en Sicile sous le règne de Roger II. Donc, c'est pas en terre d'islam. Et donc, une dénomination donc, qui va cerner le problème donc, ne peut pas, en aucun cas, être parfaite. Mais donc, admettons qu'on va utiliser cette terminologie arabe, même si, donc, elle a bien sûr un certain nombre de défauts. Et si, donc, on va parler de cette civilisation arabe, bien entendu, on ne peut en aucun cas la séparer de l'avènement de l'islam. L'islam était donc la condition sine qua non au développement de cette civilisation. Bien entendu, l'islam n'a pas donné, si vous voulez, donc des formules scientifiques pour le développement donc, de cette civilisation, mais plutôt il a semé les graines pour que les musulmans s'intéressent au savoir. Et comme tout le monde le sait, le premier verset du Coran c'est Iqra. Et ensuite, bien des versets du Coran s'intéressent énormément donc, à l'exploration de tous les phénomènes naturels donc, qui se trouvent donc, aussi bien sur Terre que dans l'univers. Et aussi, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la première bataille qu'il a livrée donc, contre les Qurayshites, les prisonniers de guerre, pour qu'ils se fassent libérer, donc la condition était que chacun
donc apprennent à lire et à écrire donc, aux musulmans. Donc pour vous dire que l'importance qu'accorde l'islam au savoir. Bien entendu, à un certain moment, cette civilisation s'est vue donc étendre jusqu'en Andalousie, jusqu'aux frontières de Chine, et tous les centres importants du savoir ont été finalement sous la domination de l'islam. Et là, tout le savoir de cette époque fut donc conquis et acquis par un certain nombre donc, de réalisations qui sont d'abord, la première des choses, c'est l'acquisition des documents et son assimilation, et par la suite la traduction de ces documents. Ces documents-là étaient parfois acquis à des prix très onéreux, parce que les musulmans accordaient tellement d'importance aux livres et aux documents que leurs prix se sont vus croître rapidement, mais ceci n'a pas empêché donc les musulmans d'aller de l'avant pour cette acquisition. Alors une fois donc ces documents ont été assimilés, on assiste justement à ce flambeau que les musulmans donc, vont récupérer et tenir pour un bon moment. Alors, dès que les documents ont été acquis, les connaissances qui s'y trouvaient étaient assimilées et traduites, on est passé à la production scientifique. Malheureusement, à un certain moment, la civilisation islamique a reçu un certain nombre de coups qui sont très durs, entre autres les croisades, qui ont duré donc 2 siècles, et qui ont donc donné un coup très sévère au savoir scientifique arabe et à la production scientifique arabe. Et juste avant que les croisades se terminent, l'invasion mongole s'est vue donc apparaître. Elle aussi, avec la chute de Bagdad, a vu voir un certain nombre de documents qui ont été perdus à jamais, d'autres qui ont été brûlés, d'autres qui ont été donc jetés dans l'Euphrate et le Tigre, ce qui a donc donné vraiment un coup dur à cette civilisation. Et une autre chose, c'est la chute de Grenade, qui a marqué un peu le coup de grâce à cette civilisation. À Grenade, par exemple, les prêtres s'acharnaient contre pratiquement tous les livres des musulmans, et plusieurs milliers de livres ont été brûlés. Et bien entendu, ça aboutit au déclin. Alors, pour essayer de survivre quand même, on est passé à une ère, ce qu'on appelle l'ouvrage encyclopédique. C'est une ère qui voulait un petit peu sauver tout ce patrimoine scientifique, et à travers donc, la réalisation d'encyclopédies qui se composaient de plusieurs chapitres et dont chacun va s'intéresser à une discipline scientifique donnée. Et à un certain moment, on va passer à l'ère des commentateurs parce que les gens ont commencé à ignorer le contenu scientifique, et il a fallu qu'on explique ce contenu grâce à des commentateurs. Et on est même passé à des commentaires sur des commentateurs. C'est-à-dire ce qu'on appelle hashia, etc. Et c'était vraiment l'époque où on va céder le flambeau à l'autre civilisation qui est la civilisation occidentale. Voilà, grossièrement, c'est un peu l'histoire de ce transfert de savoir donc, qui a commencé avec l'avènement de l'islam et qui s'est terminé, donc, disons, vers le XVe siècle. Et bien sûr, ça reste toujours discutable parce que la période ottomane a quand même eu sa part dans le développement des sciences et techniques, comme on va le voir tout à l'heure. Ici donc, après cette brève introduction historique, je voudrais vous montrer quelques exemples de réalisations techniques faites par les Arabes. Et bien entendu, lorsque je dis arabe, ça se comprend donc arabes, musulmans, et même ceux qui ont vécu à l'intérieur de cette civilisation.
Oui, cette figure emblématique, il s'agit là de professeur Fouad Sezgin. Alors, professeur Fouad Sezgin a le mérite d'avoir développé tout un musée à Francfort qui, dans ce musée, il a pu reproduire un certain nombre donc, important de modèles de toutes les machines qui ont été inventées par les Arabes, ou réalisées par les Arabes, ou développées par les Arabes. Donc c'est un musée qui est richissime et qui montre justement l'importance de cette civilisation donc arabo-islamique. Et sur la base de ce musée, que je vais essayer de vous montrer quelques exemples de réalisation. Je commencerai d'abord par la médecine. Alors, pour la médecine, ici vous avez quelques tableaux, ou quelques gravures, qui montrent dans celle qui est donc à gauche, les trois philosophes, et on suppose que celui qui est au milieu, c'est Avicenne. Dans la deuxième illustration, nous avons le canon d'Avicenne qui est enseigné donc en Europe. Mais le plus intéressant, c'est cette illustration dans laquelle on a Galien et Hippocrate, et entre les deux, nous avons Avicenne. Alors, si c'était par ordre chronologique, on devrait avoir Hippocrate, Galien et ensuite Avicenne. Si c'était par ordre alphabétique, on devrait avoir Avicenne, Galien et ensuite Hippocrate. Et là, on le trouve au centre avec une couronne en plus. Ce qui montre que le prince des médecins était reconnu comme Avicenne. Ici, donc, un livre en allemand dans lequel donc, on vous montre deux exemples. Le premier, c'est Avenzoar, qui est Hypnozoar, et puis le deuxième, c'est Averroès, et celui qui est en bas, c'est Saint Thomas d'Aquin. On va voir un petit peu quelques instruments de médecine, et tout le monde le sait, tout le monde connaît Abul Qasim Zahrawi, qui est considéré comme celui qui a été le plus créatif, le plus ingénieux en matière d'outils, donc de chirurgie, etc. Et là, donc, vous avez quelques manuscrits, donc quelques images dans des manuscrits qui montrent ces outils-là. Regardez combien, donc il y en a plusieurs. Alors, tous les outils, pour toutes les spécialités, là, je n'en ai choisi que quelques exemples. Ça, c'est des seringues. Et là aussi, vous avez des types de cathéters qui permettent donc d'introduire donc, des médicaments à l'intérieur. Par exemple, ici, c'est pour la vessie. On va passer maintenant aux techniques militaires. Vous allez être étonné de voir que déjà au XIIe siècle, les croisés étaient surpris par des grenades fabriquées par des musulmans. Donc, c'est la grenade conventionnelle, donc, dans laquelle vous avez de la poudre à l'intérieur, et avec donc, une mèche, et qui faisait donc explosion en contact avec donc, le feu avec la mèche, etc. Ici, vous avez un autre type de grenade, mais en argile, donc en terre cuite. Et vous avez aussi donc, un système de canons qui projetaient ces grenades. Et en bas, on vous montrait aussi des explosifs qui sont portés par des navires donc, de guerre. Ce que je voudrais vous montrer ici, pour ce qui est de ces canons, si tout le monde sait que la poudre a été inventée par les Chinois, et que le côté propulsif aussi était inventé par les Chinois, donc les fusées étaient très connues, mais ce que les Arabes ont rajouté, c'est un élément qui est très important. Donc le côté inflammabilité était connu, le côté propulsion était connu, mais ce qui n'a pas été connu, c'est d'utiliser l'aspect projectile, c'est-à-dire de mettre à l'intérieur de la poudre un projectile, et donc de mettre soit des grenades, soit d'autres choses, pour projeter les obus, etc. Et d'où l'invention justement des canons, des fusils, etc. Parce que c'est grâce à cette caractéristique, troisième caractéristique, qu'on est passé à cet aspect-là. Là, vous avez un manuscrit qui vous montre quelques explosifs, là aussi. Et puis, je vais passer aux grenades biologiques. Enfin, biologiques, je l'ai mis donc, entre guillemets,
Tout simplement parce que ce type de grenades sont perforées pour permettre la respiration d'un certain nombre d'animaux venimeux tels que les scorpions et les serpents qu'on projetait sur l'ennemi pour le faire donc perdre un peu son équilibre. Donc pour l'effrayer et donc le mettre dans une situation un peu donc, agaçante. Agaçante. Alors, il y a aussi des torpilles volantes, ce qu'on appelle en arabe at-tayyar al-majnoun. C'est celui-là, donc at-tayyar al-majnoun, et qui consiste justement à être projeté. Il va donc avec un mouvement hélicoïdal incontrôlable et en même temps il s'explose. Et dans le musée de Sezgin, donc vous avez le modèle qui est fabriqué là, dans cette image que vous voyez. Et là, vous avez des canons qui projetaient des grenades, et en même temps, ces torpilles volantes. Donc, vous les voyez, je pense, surtout dans la partie droite. Vous avez aussi des armes chimiques. Alors là, on remplissait plutôt ce genre de réceptacle de produits chimiques, dont l'arsenic et l'opium, pour une fois projeté sur l'ennemi, donc il provoquait de l'asphyxie, et là on voit pratiquement un précurseur des armes chimiques qui ont connu leur apogée au XXe siècle. Le plus incroyable, c'est le lance-flamme. Donc on l'appelle Sondouk al-Muhasafa, et on vous montre ici, donc, dans le texte, donc et après à un certain moment, c'est-à-dire 1,5 mètre donc, de projection de feu. Et le modèle, donc, il est donc, juste en bas. Donc on remplissait donc, le réservoir de pétrole, de nafte, et puis donc il est contrôlé, donc vous avez en bas le système pour faire projeter avec un allumeur, pour faire projeter donc la flamme. Il y a aussi des fusées. Ça, c'est de l'époque ottomane. On faisait même de très grandes fusées qui étaient utilisées aussi pour des démonstrations donc, un peu spectaculaires. Donc on attachait même donc, des personnes pour qu'ils puissent traverser le Bosphore, donc sur la mer, etc. C'était quelque chose de très spectaculaire, mais qui était utilisé quand même aussi dans la guerre. Voilà, vous avez des batteries donc, qui lançaient justement ces fusées. Vous avez les canons, et le canon, selon Ibn Khaldoun, le premier à avoir utilisé le canon est un roi marocain. Et c'était lors d'un siège d'une ville qui s'était enfermée et qui ne voulait pas, qui résistait. Et c'était grâce à l'utilisation du canon qu'ils ont pu justement acquérir et conquérir cette ville. Il y a les fusils aussi. Et donc je vous rappelle, je vous ai dit tout à l'heure que le facteur projectile était une invention, donc l'utilisation de projectiles était une invention, donc une idée des Arabes. Il y a aussi des véhicules cuirassés. C'était pour justement transpercer les murailles. Donc la forme, c'est celle-là. Donc un certain nombre d'individus se met à l'intérieur justement de ce véhicule cuirassé. Et puis vous avez cette perceuse qui va perforer le muraille, et tout en étant donc couvert contre tout élément venant des murailles, tel que de l'huile très chaude ou des pierres, etc. Donc c'était un système très efficace pour attaquer une muraille. Je vais passer maintenant aux horloges. Et là, on va voir l'ingéniosité des Arabes. Ils ont utilisé donc, plusieurs techniques. La première, là, vous avez un lustre. Et dans ce lustre, vous avez, ici, je pense, vous avez, donc, est-ce que c'est 24 ou 12? Je ne sais pas. Donc, je pense que c'est 24. 12, oui, c'est 12. Et là, donc, vous avez, chaque récipient est rempli d'un liquide donc, inflammable, mais rempli d'une capacité telle que ça va représenter donc, une durée de temps, ici peut-être 1 heure ou 2 heures,
Et puis, à chaque fois que le liquide se consume, donc il y a le feu qui va s'éteindre, et vous avez 1 heure donc, de passer, etc. Donc jusqu'à la consommation de pratiquement tout le liquide qui va donc indiquer 1 heure donnée. Vous avez aussi l'utilisation comment on l'appelle, la bougie, elle est formée de quoi? De la cire, voilà. Donc c'est un système de cire, donc de bougie. Une fois la bougie est allumée, vous avez, donc elle commence donc à se réduire de taille, et vous avez en bas un système de contre-force qui va qui va bouger, et vous avez ce système-là qui, donc ça c'est la forme donc, générale, et ce système qui va permettre, donc cette contre-force qui est due à la diminution de la cire, va permettre à cet homme-là de bouger et d'indiquer l'heure, et en même temps à l'oiseau de jeter donc une boule ou bille métallique qui va indiquer donc l'heure de façon sonore. Vous avez ici un autre système, grâce justement à la bougie, et là c'est très simple, la bougie elle est graduée, et vous avez donc l'épingle métallique à laquelle est attaché un fil, et à son bout vous avez une boule métallique. Et dès que le feu donc, atteint la graduation dans laquelle donc, vous avez donc l'épingle, le fil va tomber, et vous avez à chaque endroit donc, un petit récipient en métal qui va donc recevoir la bille qui tombe, provoquant un bruit indiquant justement l'heure. Vous avez, celle-là a été faite par un grand donc, ingénieur en mécanique qui s'appelle Al-Jazari. Il est très connu. Et là, c'est un système qui est très complexe à l'intérieur, donc qui se base sur un mouvement d'eau d'une bassine vers une autre, et faisant bouger beaucoup d'artefacts ici. Vous avez un homme là-haut qui va faire bouger donc, sa main, indiquant soit la demi-heure. Et vous avez aussi un autre avec son tambour qui va donc tambouriner. Vous avez l'éléphant qui va faire descendre une boule métallique pour provoquer le bruit. Vous avez un dragon